Concernant les médicaments et les produits cosmétiques à Pessah, y a-t-il une autorisation, même lorsque ces produits contiennent du Hametz ou pas? Alors évidemment que lorsqu'on veut se tirer d'affaire, ne pas avoir des problèmes, on essaye de trouver des produits où il n'y a pas de Hametz. Des médicaments qu'on demandera au médecin de prescrire, des médicaments où il n'y a pas de Hametz. Mais dans le cas où on n'a pas le choix, alors quel est le din? Il faut savoir premièrement qu'on a une règle qu'un Hametz qui n'est pas consommable pour un chien ne s'appelle plus Hametz. C'est en hébreu Hametz she'eno ra'ouy la achilat kelev. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? D'où provient cette notion? Et d'ailleurs, la question que pose le Ran Rabbeinu Nissim, il dit, mais normalement, ce n'est pas comme ça pour tous les sourim de la Torah. Lorsque la Torah nous interdit de manger quelque chose, si cet aliment a pourri, il n'est plus mangeable, eh bien, il n'y a plus de Issour de la Torah. Il y a un Issour des Rabbanan, mais il n'y a plus un Issour toraïque. Car ce n'est plus comestible, ce n'est plus mangeable pour un être humain. Alors pourquoi, à propos du Hametz, on a été chercher l'histoire du chien? Chez Enora Ouila Chilat Kelev. Pourquoi intervient, à propos du Hametz, cette notion? Shalom Aleichem. Alors il explique que dans la Torah, il est écrit qu'on n'a pas le droit de manger du Hametz, mais on n'a pas le droit non plus d'avoir du Seor. C'est quoi le Seor? C'est de la levure. La levure, elle n'est pas mangeable. Est-ce que quelqu'un peut manger de la levure? Évidemment que non. Et tout de même, la Torah l'a interdit. Et ce, pour quelle raison? Vous avez ici de la place. La Torah a interdit la levure. Comment ça se fait? Pourtant, ce n'est pas mangeable. Réponse, parce que la levure peut faire fermenter la pâte. Ça veut dire qu'elle a le potentiel de créer le Hametz. La levure n'est pas mangeable en tant que telle, mais elle contient et elle possède en elle cette faculté de rendre Hametz une autre pâte. Comment on fait fermenter la pâte? On prend la levure et on met dans la pâte. Donc c'est la raison pour laquelle, à propos du Hametz, on ne se suffit pas seulement qu'il soit disqualifié pour un être humain. Il faut qu'il soit disqualifié même pour un chien. Le Hametz n'est pas mangeable même pour un chien, c'est là qu'il ne s'appelle plus Hametz. Mais tant qu'il est consommable par un chien, eh bien c'est assourd. Pourquoi? Bien parce que le Hametz, même la levure, même si elle n'est pas mangeable pour un homme, elle est mangeable pour un chien et elle peut faire fermenter la pâte. De ce fait, nous disons que lorsque ça a dépassé même cette étape-là, ce stade de ne plus être mangeable pour un chien, alors ça ne peut plus faire fermenter la pâte. Ça veut dire que c'est à tel point pourri que zéou, ça n'a plus aucune faculté. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Lorsque nous avons ta'arovet hametz, le hametz qui est mélangé à d'autres produits, à ce moment-là, on n'a pas besoin qu'il soit immangeable pour un chien. Même s'il est immangeable pour un être humain, ça suffit pour dire qu'il n'y a plus d'interdiction de le posséder. Pourquoi? Car ce n'est pas possible de faire fermenter une pâte avec ce produit. Je prends un exemple, du shampoing. Imaginons qu'il y a de l'alcool dans le shampoing. L'alcool, c'est du hametz. Et on a mélangé avec d'autres produits, détergents. Maintenant, imaginons que c'était mangeable pour un chien. Mais ce n'est pas mangeable pour un être humain. Alors, figurez-vous, nous dit le Shulchan Aruch, qu'il n'y a aucune interdiction de garder ce hametz à la maison, de le posséder. Il n'y a même pas d'interdiction
d'en profiter, et à la limite, il n'y aurait même pas d'interdiction d'en manger. Seulement, étant donné que cet homme-là, un meshuga, qui mange du shampoing, il faut l'envoyer à l'asile, à l'hôpital psychiatrique. Mais on dit comme ça dans la halakha. Puisque cette personne a fait l'action de manger, il a pris ce shampoing et il a mangé, eh bien, ça veut dire que pour lui considère que c'est un aliment. Étant donné que lui le considère comme un aliment, alors les chachamim ont interdit à Pessah de manger cela, bien que ce ne soit pas mangeable dans le fond, mais comme lui, il a fait un acte de manger dans la forme, c'est Asur Miderabanan, ça s'appelle Archevé. Qu'est-ce que ça veut dire Archevé en araméen? Il a considéré ce produit comme un aliment. Mahshiv, considéré. Il a considéré comme un aliment. Alors Miderabanan, c'est Asur. Selon la Torah, il n'y a aucun Issour, car selon la Torah, premièrement, ce n'est pas mangeable pour un homme. Deuxièmement, on ne peut pas faire fermenter la pâte, comme on avait dit pour la levure. La levure, bien qu'elle n'est pas comestible pour un être humain, mais elle peut faire fermenter la pâte. Or ici, on n'a rien de cela. Ni c'est mangeable pour un homme, ni ça peut faire fermenter la pâte, ce shampoing. Alors il n'y a pas d'interdiction du tout, ni d'en posséder, ni d'en profiter, et Minatora, il est permis même de mettre dans la bouche. Seulement les Chachamim m'ont dit, puisque ce bonhomme veut manger ce produit qui est immangeable, il donne l'impression de vouloir manger, alors c'est assourd par les Chachamim. D'accord. Maintenant, j'arrive aux médicaments. Donc, j'ai posé la question, quel est le din des médicaments pendant Pessah? Alors, je répète que si on a la possibilité de demander au médecin de prescrire des médicaments sans chametz, hinematov. Mais si on a des médicaments que l'on prend régulièrement, et on ne peut pas s'amuser à changer, alors on va parler de deux sortes de médicaments. Ceux qui ont du goût et ceux qui n'ont pas de goût. Ceux qui n'ont pas de goût, c'est plus facile à traiter, on va d'abord commencer par cela. Je prends un exemple de Acamol, Doliprane. Ce genre de comprimés, il y en a plein des comme ça, c'est des comprimés qui n'ont aucun goût. On les avale. Un tel comprimé est-il mangeable pour un être humain? S'il croque, est-ce que c'est mangeable? Non. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun goût. C'est comme si tu mangeais du sable. Ça n'a pas de goût d'un aliment. Alors de ce fait, puisque ça n'a pas un goût alimentaire, ça ne s'appelle pas un produit alimentaire. Besséder. D'accord? Mais est-ce que c'est mangeable pour un chien? Peut-être oui, peut-être non. Si ce n'est pas mangeable pour un chien non plus, alors on est sorti d'affaire. C'est cacher la méhadrine, mina méhadrine. Mais maintenant, imaginons que le chien, oui, il en mangerait. Mais un être humain n'en mange pas. Alors on vient de dire maintenant que si ce n'est pas mangeable pour un être humain, et on ne peut pas faire fermenter une pâte avec, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction de posséder, il n'y a pas d'interdiction d'en profiter, il y a une interdiction rabbinique d'en manger. Alors maintenant, prendre ce médicament, l'avaler, est-ce que ça s'appelle manger? Bravo. On avale, c'est juste pour introduire dans le corps, comme on introduirait par une intraveineuse, comme un suppositoire, c'est-à-dire juste que ça rentre dans le corps, mais pas du tout pour les papilles gustatives, pas du tout pour se délecter, pour déguster, pas du tout, ce n'est pas bon. On avale, on ne mange pas. Alors, il n'y a pas d'interdiction. Le Chazon Ish, qui est un grand décisionnaire, un grand possèque, lui va dire que le fait de l'avaler par voie buccale, ça ne veut pas dire vouloir manger. On ne croque pas, on ne mâche pas, on ne déguste pas. C'est juste avaler pour que ça rentre dans le corps. Alors il dit, il n'y a même pas le issou rabbinique en question
de Acheve. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, que quand on mange quelque chose d'immangeable, où il y a du chametz, c'est tout de même assur midérabanan, c'est uniquement si que je fais l'action de manger, mais pas l'action d'avaler, juste pour avoir ce médicament dans le corps. Par exemple, une gélule ultra-levure, est-ce qu'on a le droit de l'avaler? Alors c'est enveloppé d'une capsule, d'une gélule, oui, mais alors à l'intérieur. Alors merci de la question. Je voudrais juste d'abord terminer avec le deuxième médicament, celui qui est enrobé d'un sucre qui fait ce qu'on appelle le dragé, un médicament dragéifié. Ce comprimé qui est dragéifié, il a autour du comprimé du médicament qui n'est pas mangeable, il y a l'excipient qui peut être mangeable. Ça veut dire que si je suce, c'est bon, c'est sucré, ils mettent même un arôme sympathique. Mais si c'est à base de glucose, de malt, glucose à base de céréales, alors c'est du chametz. Et c'est du chametz qui est bon, qui est mangeable. C'est assourd. Alors là, il faut faire attention. Quand ce sont des comprimés qui sont enrobés de sucre de glucose, là, il faut vérifier. Est-ce que c'est du glucose à base de céréales ou est-ce que c'est du glucose qui est à base de maïs? Parce qu'il existe différents glucoses. Alors, quelle serait la solution si les comprimés que l'on prend régulièrement sont dragéifiés et on n'a pas le moyen de savoir si il y a dedans du glucose à base de chametz ou pas? Parce que ce n'est pas évident de faire ces recherches. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Google, on a le Vidal, on a toutes sortes de possibilités d'approfondir la recherche, mais on ne peut pas aller toujours jusqu'au bout, jusqu'au fond de la recherche. Alors, quelle serait la solution pratique pour ingurgiter ce médicament si éventuellement il y a dedans du chametz dans cet excipient? Ou bien par exemple du sirop. Un sirop, là ça peut être problématique si je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce glucose. Le sucre qu'ils ont mis là-dedans, ça peut être du glucose à base de céréales et c'est problématique. Alors comment faire pour trouver des solutions? Alors je vais déjà commencer par votre gélule d'ultra-levure et c'est comme ça qu'on arrivera à une autre solution. Dans la Gemara, il est écrit, ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est une référence, c'est un exemple, que si on a pris de la matzah et qu'on l'a avalée, on est quitte de la mitzvah. C'est un cas d'école. Quelqu'un qui n'a pas mâché la matzah, d'accord? Il a avalé la matzah. Est-ce que ça s'appelle manger ou pas? Réponse, oui. Avaler, ça s'appelle manger. Et donc il est quitte. Maintenant, quel est le din si la matzah, il a enveloppé de quelque chose qui n'était pas mangeable et il a avalé? Est-ce qu'il est quitte? Non. Non. La Gemara nous dit qu'il n'est pas quitte. Pourquoi? Car il n'y a pas eu de contact entre la matzah et le gosier. D'accord? C'est comme un sachet et on a avalé un sachet. Eh bien, tu n'as pas avalé l'aliment lui-même. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Que avaler un produit qui est enveloppé, c'est pas considéré comme le manger. Donc, si nous revenons à votre question d'ultra-levure, puisque c'est enveloppé, ça ne s'appelle pas manger. Puisque la gélule qui l'enveloppe, c'est une capsule qui en soi est immangeable. Et si cette capsule, soit elle est cachère, soit elle est immangeable, si c'est par exemple des capsules à base de maïs, soit immangeable, donc il n'y a pas de problème de chametz, on peut avaler le contenu de la gélule, puisque le contenu de la gélule n'est pas en rapport avec notre gosier. Seulement, il y a une autre question qui se pose, c'est que, est-ce qu'on a le droit de profiter du chametz? Ça veut dire que, ok, il n'y a pas d'interdiction au niveau avalé, ça ne s'appelle pas que j'ai mangé, mais j'ai quand même profité.
Et bichlal, si c'est du chametz, est-ce qu'on a le droit de posséder à la maison? Puisque on n'a pas le droit de posséder du chametz. Alors, est-ce que l'ultra-levure, c'est vraiment du chametz? Alors, la question qui se pose, moi, personnellement, je ne sais pas à base de quoi est faite l'ultra-levure. Est-ce que c'est vraiment de la levure à base de céréales? Si c'est caché à la Pessah, il n'y a aucun problème. Puisque ce n'est pas fait à base de céréales. C'est pour ça qu'ils ont fait ça cacher à la Pessah, parce qu'ils ont pris autre chose que des céréales. Il faut le savoir que le chametz ne peut être que d'origine des 5 céréales. Le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Hita, serora, kousmin, shibolet, choual, véchifon. Si ce n'est pas à base de céréales, ce n'est pas du chametz. C'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à trouver des génériques, à faire des produits qui correspondent à ce qui se faisait à base de céréales autrefois, et aujourd'hui on en fait à base d'autres produits qui sont cachers, comme la gélatine. Aujourd'hui, il y a une invention incroyable, la gélatine de poisson. La gélatine à base d'arrêt de poisson, ou de peau de poisson, et ainsi de suite. Ça a été un juif, Shomer Torah et Mitzvot, qui a trouvé cette ingéniosité-là, et il est niftar juste il y a quelques mois, et il a sauvé la production des bonbons et de tout ce qu'il cherchait pour mettre comme gélatine dans des produits laitiers et ainsi de suite. Eh bien, on n'a pas besoin d'avoir recours à la gélatine non cachère à base animale. C'est avec des poissons cachers qui fabriquent la gélatine. Et c'est de la gélatine parvée qu'on peut mélanger même dans des yaourts et ainsi de suite. Donc voilà, il faut vérifier chaque chose parce que peut-être que ce n'est même pas à base de céréales. Vérifier. Revenons à votre question. Excusez-moi. Quand j'ai dit tout à l'heure que les dragées, donc peut-être qu'il y a autour du dragé, il y a peut-être du glucose à base de chametz. Donc il faudrait laver le comprimé pour retirer ce qu'il y a autour et ensuite mettre dans une gélule et l'avaler. C'est-à-dire que comme on a dit que la capsule qui enveloppe, c'est comme une enveloppe, comme on a dit la matzah, enveloppée dans quelque chose qui n'est pas forcément mangeable, et je l'ai avalé, je ne suis pas quitte parce que ça ne s'appelle pas manger. La même chose, si j'ai avalé un comprimé qui était dans une gélule, et la gélule n'est pas mangeable, et je l'ai avalé, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas manger. Le dentifrice. Le dentifrice, dans l'absolu, un dentifrice qui n'est pas mangeable n'a pas besoin de cacheroute. Un dentifrice qui est bon, par exemple pour les enfants, ils font des dentifrices parce qu'ils savent que les gosses, ils ne vont pas tout rejeter, ils vont avaler. Alors c'est pour cette raison qu'ils mettent dedans des produits agréables. Et ces produits qui sont agréables et bons et doux, qui font que le bébé, l'enfant, il peut manger carrément du dentifrice, ça veut dire que c'est carrément comme un produit alimentaire. Donc là, il faut absolument une cacheroute pour nous certifier qu'il n'y a pas de chametz. Mais si c'est un dentifrice qui n'est pas mangeable, c'est-à-dire que quand vous prenez dentifrice comme ça et que vous l'avalez, vous avez envie de vomir pendant 3 heures. Alors, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas du chametz. Et même s'il y a dedans un peu de chametz, on vient de donner la règle que quand c'est ta'arovet chametz, c'est-à-dire du chametz mélangé à d'autres produits, et maintenant ce n'est pas mangeable pour un être humain. Un être humain ne mangerait pas ça. Et on ne peut pas faire fermenter une pâte, donc c'est pas comme de la levure. Alors il n'y a plus de problème. Oui, mais souvent ils sont pas si mauvais que ça, on les avale. C'est à la menthe, chlorophylle, tous ces produits. De toute façon, il y a des dentifrices cachés les Pessah. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, je dirais qu'elle est plus théorique. Parce qu'aujourd'hui, on a des dentifrices cachés à la Pessah. Donc aujourd'hui, c'est très facile de trouver la solution. Mais je parle en tant que cas d'école, dans la théorie. Imaginons quelqu'un qui n'est pas dans un pays où il y a des produits cachers. Il y a des pays lointains
où les gens n'ont pas tous les produits de Pessah à proximité, alors ils ont du mal déjà à avoir le minimum. Alors imaginons qu'il n'ait pas de dentifrice, est-ce qu'ils pourraient l'utiliser? Alors, on vient d'entendre que, par exemple, il y a de la menthe. On pourrait avoir le goût de menthe, le goût de tel arôme, tel arôme. Mais une fois que c'est mélangé, est-ce que tout ce produit-là, entier, est-ce qu'on le mangerait? Non. On ne peut pas manger cette pâte de dentifrice. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a évacué ce qu'on a dans la bouche, il nous reste l'odeur, il nous reste cet arôme. Cet arôme-là, puisqu'il était mélangé à quelque chose qui l'a rendu immangeable, alors il perd son caractère d'interdit. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que ce mélange où il y a du chametz, puisque l'ensemble n'est pas mangeable, même s'il y a du chametz dedans, ce n'est pas assour. C'est assour, sauf si je mange vraiment avec volonté. À ce moment-là, on a dit que c'est assour midera banane, parce que cet homme donne l'impression de vouloir manger. Ah, dans ce cas-là, c'est assour. Mais si il veut juste se laver les dents, et ensuite évacuer, faire un bain de bouche et tout évacuer, même s'il reste quelque chose, dans l'absolu, il n'avait pas l'intention de manger cela, et ce n'est pas mangeable dans l'absolu, parce que cette pâte de dentifrice, c'est un méli-mélo de toutes sortes de produits qui sont là plus pour laver les dents, mais pas pour être consommés, alors dans ce cas-là, je dirais que Merikar ad-Din, c'est kasher. Mais grâce à Dieu, en Israël, on a le loisir de se permettre d'acheter un dentifrice qui est kasher où il n'y a même pas de chametz, on sort totalement du problème. La question ne se pose même pas. Et puis on ne va pas le manger. Si on faisait une petite tartine. Si la Rabbanout dit que ce primeur est kasher, c'est-à-dire qu'ils envoient quelqu'un pour prélever la terouba et le maaser. Donc on peut acheter. Sinon, s'il n'y a pas de terouda, quand on achète ses fruits et ses légumes à la maison, il faudra effectuer les prélèvements nécessaires, la terouma, le maaser, le pidion, c'est facile, mais il faut le faire. Quand j'achète dans un magasin quelconque, je ne peux pas dire que comme tout s'écrit en hébreu, c'est que c'est sûr que c'est kasher. Non, il faut s'assurer. C'est pour ça que je dis que Osher Ad, étant donné que les propriétaires sont des gens religieux, a priori, à 90%, on peut être plus tranquille. Quand on va là-bas, on trouve en général des hashgachot qui sont reconnus. Voilà. Maintenant, c'est le nouveau magasin. C'est le nouveau magasin ici à Netanya. Bon, revenons à la question. Laquelle question? C'était oui, les produits cosmétiques. Est-ce que les produits cosmétiques ont besoin de Hersher pour Pessah? Les parfums et tous les maquillages, rouge à lèvres et ainsi de suite. Alors, c'est toujours le même principe. Si ce n'est pas mangeable pour un être humain, même si c'est mangeable pour un chien, étant donné que ce n'est qu'un mélange, ce n'est pas que du chametz ba'ain, c'est pas que du chametz, c'est un mélange. Ce mélange, il fait que ce n'est plus de la levure. Ce n'est pas quelque chose qui peut servir de levain pour faire fermenter la pâte. On ne peut pas faire fermenter une pâte avec du maquillage, avec du parfum. Et de ce fait, on n'a pas besoin que ce soit disqualifié même pour un chien. Ça suffit que ce soit disqualifié pour un être humain. Puisque c'est ta'arov et chametz. C'est juste du chametz peut-être mélangé. Premièrement, peut-être qu'il n'y a pas de chametz. Et ça, c'est comme je vous ai dit, la meilleure façon, c'est de prendre des produits où il n'y a pas de chametz. On est super tranquille. Mais sinon, s'il y a dedans du chametz, à partir du moment où ce n'est pas mangeable pour un être humain, donc c'est besséder. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mangeable pour un être humain et ce n'est pas possible de faire fermenter une pâte avec, donc il n'y a plus de problème. Le problème, c'est seulement si j'ai envie d'en manger. Ça, on a déjà dit que c'est à sourd midera banane. Le rouge à lèvres, attention, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, il y a deux sortes de rouge à lèvres. Il y a le rouge à lèvres de primaire, il y a le rouge à lèvres primaire,
Il y a le rouge à lèvres sophistiqué. Je m'explique. Il paraît que les bons rouges à lèvres sont mangeables. Qu'est-ce que ça veut dire sont mangeables? Comme on sait que les femmes, elles avalent leur rouge à lèvres sans se rendre compte, et il y a une statistique qui dit qu'une femme mange à peu près 3 kilos de rouge à lèvres par vie. En une vie, elle a ingurgité 3 kilos de rouge à lèvres. Eh bien, sans se rendre compte. Alors ils font très attention de ne pas mettre des produits toxiques, et ils ne mettent que des produits comme le beurre de cacao, comme toutes sortes, qui sont en réalité alimentaires, comme des colorants alimentaires, des choses qui sont dans l'absolu mangeables. Alors là, il faut vérifier que ce soit kasher la Pessah. Parce que si c'est chametz qui est mangeable, c'est problématique. Dans ce cas-là, il faut chercher un rouge à lèvres kasher la Pessah. Sinon, un rouge à lèvres qui n'est pas mangeable du tout. S'il n'est pas mangeable pour un chien, c'est sûr que c'est kasher. Mais s'il est mangeable pour un chien, mais pas pour un être humain, c'est kasher. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une ta'arovet, c'est un mélange. Mélange de chametz avec du non-chametz, qui n'est pas mangeable pour un être humain, c'est kasher. Et pour vous rassurer, je voudrais vous lire, parce que cette notion, elle n'est pas connue de tous. Alors, il est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Mem Bet, Saif Dalet. Écoutez ce que dit le Shulchan Aruch, je traduis. Davar Shenit Aref Bo Hametz. Un élément dans lequel se retrouve mélangé du Hametz. Ve'eno Ma'achal Adam Klal. Et ce n'est pas mangeable du tout pour un être humain. Oshe Eno Ma'achal Kol Adam. Ou bien la majorité des humains ne peuvent pas manger cela. Kegon a Tariaka, Pekayotsebo. Comme le Tariaka, c'était une sorte de médicament à l'époque où les gens se soignaient avec des produits, où on faisait tout un méli-mélo, un mélange de produits. Il pouvait y avoir à l'intérieur du chametz. Mais ce n'est pas mangeable. Il n'y a que les malades qui prennent ça parce qu'ils étaient obligés d'avaler cela. Ils étaient obligés de manger ça pour guérir. Mais les gens normaux ne pouvaient pas manger ça. Afalpi chez Moutar les kaimo, bien qu'il soit permis de garder cela à la maison pendant Pessah, Assur les ochlo adahara Pessah. Interdit d'en manger jusqu'après Pessah. Afalpi shenbo minachametz et la kolsheu arezé assur les ochlo. Bien qu'il y ait dedans que très peu de chametz, c'est interdit. Le Mishnah Bura nous explique Afalpi she mutar le kaimo assur les ochlo. Af she eno raoui la achila mikol makom kevan deu achalo acheve. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que ce n'est pas mangeable, mais puisque lui, il a décidé d'en manger, alors c'est assur miderabanan, parce qu'il a considéré, lui, il a considéré, comme on a expliqué tout à l'heure, qu'il a fait un acte de manger ce qui est immangeable, ça veut dire que pour lui, c'est mangeable, en quelque sorte. Alors c'est assur par les chachamim. De ce fait, si quelqu'un n'a pas du tout l'intention de manger, c'est le cas du rouge à lèvres. Personne ne veut manger le rouge à lèvres. Alors dans ce cas-là, si c'est immangeable pour un être humain, et bien qu'il y ait du chametz dedans mélangé, il n'y a pas de issour. Quand est-ce que ce serait assour? Si tous les produits qui sont dedans sont des produits alimentaires et qu'ils ont fait un rouge à lèvres sophistiqué de manière à ce qu'il ne soit pas du tout toxique, alors tout ce qu'il y a dedans, c'est que des produits alimentaires. Dans ce cas-là, c'est vrai que ce serait assour s'il y a dedans du chametz. Il faudra vérifier qu'il n'y ait pas de chametz. Donc, une fois de plus, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas la vérité, je n'ai pas fait de recherche, mais je pense qu'il doit y avoir des rouges à lèvres kasher la Pessah. Le Revlon. Le Revlon. Il est kasher la Pessah. Avec le Hercher de qui? Oui, d'une rabbanoute. Très très bien. Alors, very good. Le Revlon nous fait rêver.
Très bien. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions, Bechavod. Moi, j'ai un exemple à vous montrer. J'ai découvert, mais je ne sais pas si... Est-ce qu'on n'a pas le droit de manger du maïs Pourquoi pas? pendant Pessah? Pourquoi pas? Ah, c'est pas une céréale, le maïs? Non. Le maïs n'est pas une céréale. Le maïs, c'est justement quelque chose qui nous permet, nous les séfarades, d'avoir des bons gâteaux avec la maïzena, qui est faite à base de maïs, comme la fécule de pommes de terre. La fécule de pommes de terre, c'est ce qui nous permet d'avoir des gâteaux. La poudre d'amande, Ah, on peut manger Pour- du maïs, hein? bien sûr. Sûr. Non, parce que j'ai acheté des gants. Et c'est écrit en anglais, donc j'ai traduit à la maison. Et à l'intérieur, il y a écrit que c'est... Avec de la farine de maïs, Non, c'est de la poudre de... la poudre autour, pour pas que ce soit adhérent, pour pas que ça adhère, ils mettent de à la poudre l'intérieur, autour. à l'intérieur. À l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Zéro La problème. poudre, de... Maïs, c'est à base de maïs, alors c'est la mehadrin mina mehadrin. Moi, je croyais que c'était du tasse Ouais. qu'il y avait dedans. Maintenant, juste il faut savoir que les kitniyot, De l'amidon de maïs. amidon de maïs, aucun problème. Les kitniyot, il y a deux sortes de kitniyot. Les kitniyot, ce sont les légumineuses, les féculents. Les ashkenazim, eux, s'abstiennent de manger les kitniyot totalement. C'est assourd. Pour eux, de manger cela, c'était une xéra. Pourquoi les maîtres ashkénazes avaient interdit les kitniyot? C'est parce que, premièrement, ces légumineuses étaient vendues en vrac dans des magasins où il y avait plusieurs sacs, plusieurs pots. Vous avez du blé, vous avez du riz, vous avez des lentilles, vous avez toutes sortes de graines. Alors quand ils prenaient avec la pelle, avec la truelle, il prenait d'un sac, il se servait dans son panier. Après ça, il allait avec la même pelle dans un autre pot, il allait prendre. Donc automatiquement, les céréales allaient se mélanger d'un pot à l'autre. C'est la raison pour laquelle on a interdit. Il y a une autre raison, c'est que, comme il faisait de la farine de riz, de la farine de légumineuse, et il faisait du pain comme le pain normal, et donc il pouvait y avoir des confusions. Ils avaient interdit aussi à ce titre. Mais ça, c'est que dans les pays ashkénazes. Dans les pays séfarades, alors c'est vrai qu'en Afrique du Nord, par exemple, on ne prenait pas tout ce qui était sec, c'est-à-dire les féculents secs. Par exemple, des fèves fraîches, oui, des fèves sèches, non. Ça veut dire que tout ce qui était sec, ils ne prenaient pas. Et c'est logique, parce que quand ils vendaient les céréales et des paquets de riz, c'était donc en général un à côté de l'autre. Mais les choses fraîches étaient vendues séparément. Les Ashkénazes, qu'est-ce que je dois prendre pour mon genre d'Ashkénazes? Alors, quand vous cuisinez pour lui, il faudra cuisiner sans féculents. Les noix, je sais qu'il y a les noix. Ouais. Là, vous parlez de l'huile peut-être. Ah, vous parlez de l'huile. L'huile de féculent, c'est assourd pour les ashkénazim. Donc il faut prendre l'huile de noix, c'est superbe. La seule huile, et l'huile d'olive, ça je sais. L'huile d'olive, évidemment. Tout ce qui pousse sur l'arbre. Tout ce qui pousse sur l'arbre, vous sortez du problème, on n'avait plus de problème. En Israël, le Rav Ovadia Yosef dit que on peut manger le riz. Ça veut dire que le riz qui n'était pas mangeable au Maroc, mais les Tunisiens par exemple, ils mangent le riz. Nahon, juste, ils vérifient 3 fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de grains de céréales qui se sont mélangés. Mais sinon, ils mangent le riz. Et pourtant, c'est le féculent par excellence. Dans le sens où, dans le monde séfarade, ne s'est pas généralisé cette interdiction, ce minhag de kitniot. Hein? Pourquoi que pour les Tunisiens? Chez les Marocains, ils ne prennent pas le riz. Que Non. les Tunisiens prennent le riz. Hein? Que les Tunisiens prennent le riz. Nahon. Le savon de vaisselle, inutile qu'il soit kasher la Pessah. On vient d'expliquer maintenant le principe.
c'est que le liquide vaisselle, pas besoin qu'il soit caché à la Pessah. Pourquoi? Parce que il répond aux critères qu'on vient de dire, c'est-à-dire pas mangeable et on ne peut pas faire fermenter une pâte avec. Donc c'est exactement le même principe. C'est ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Dès qu'il y a un mélange de chametz avec d'autres produits et qui fait que le chametz est immangeable pour un être humain, même si c'est mangeable pour un chien. Déjà, c'est possible que ce n'est pas mangeable pour un chien, mais admettons que ce soit mangeable pour un chien. Mais un être humain ne peut pas avaler du liquide vaisselle, puisque ce n'est pas mangeable pour un être humain. Et ça ne peut pas fermenter une pâte. Donc ce n'est pas séhor, ce n'est pas chametz, il n'y a pas de problème. Là, ce Shabbat, on va ouvrir une bouteille de vin ou de jus de raisin pour le kiddush. Est-ce qu'on peut s'en servir aussi après pour Pessah ou on le range dans le chametz? Il n'y a aucun problème si on a fait attention que la bouteille ne soit pas en contact avec du chametz. Si on a fait attention à cela, il n'y a aucun problème. Inutile d'ouvrir une autre bouteille. Et c'est valable pour tout, les aliments? Tout. Il faut juste que ce ne soit pas sur la même table où il y avait du chametz. Si on était, par exemple, ce Shabbat-là, vendredi soir, on a envie de faire un repas avec du chametz. Alors évidemment, on va cuisiner que dans le kasher, tout kasher. Et après, par exemple, si on a mis sur la plata des barquettes jetables, on les apporte à table, le poisson, la viande et ainsi de suite. Tout cela va rester sur table. Imaginons, par exemple, il va me rester quelques morceaux de poisson. Mais ce poisson, c'était au milieu d'une table où on a mangé des pitotes. Alors on ne va pas récupérer ça pour le kasher. Ça non, ça on va le garder. Si on a envie de le garder dans un congélateur pour après Pessah, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas le manger pendant Pessah parce qu'il y a peut-être des miettes qui sont tombées dedans. Peut-être. Alors on ne va pas le manger pendant Pessah. Mais on peut mettre au congélateur pour après. Par exemple, pour les pitotes, par exemple, si on en a acheté trop, qu'il en reste trop, on va les jeter. Alors, est-ce qu'on peut les garder dans un... Non. Non. On va les garder. Non. À ce moment-là, il faudra les mettre aux toilettes et tirer la chasse. D'accord. Alors, donc, si on veut se débarrasser complètement du chametz, manger avec les pitas trempés, là, comme vous avez expliqué. La matzah trempée. Pas trempée, matzah bouillie. Oui. Parce que tremper, ça ne suffit pas. Non. Oui. 8 minutes dans le bouillon, machin. Alors donc là, on élimine complètement vendredi matin. Exactement. Vendredi matin, on aura tout liquidé, brûlé et anéanti. Il n'y a plus une miette de chametz qui circulera. On fera le bitoul et après on est tranquille. Comme d'habitude, comme si c'était... Voilà, exactement. Comme si le Pessah commençait après la combustion du chametz. Vendredi soir. On peut manger avec les galets trempés, tout ça, vendredi soir. Le midi. Vendredi soir, on peut? Oui, Vendredi soir. le vendredi soir et le Shabbat midi. Oui. On n'est pas obligé de manger des pitotes vendredi soir. Non. Non, Si il y a, vous n'étiez pas là Shabbat? Si, oui. Non, Shabbat, j'étais pas là. Ah, d'accord. Je suis venue, mais... Ok. Alors je répète ce que j'ai dit Shabbat. Il y a deux formules pour ce Shabbat. Le Shabbat qui précède Pessah. Étant donné que on est juste avant Pessah, comment on va faire avec le chametz? Il y a deux formules. Soit on garde le minimum de chametz, on met des pitotes dans un sachet, chaque sachet une pita, on a préparé tout cela pour le vendredi soir et pour le Shabbat matin à manger avant 10h12. Eh bien dans ce cas-là, on fera motzi. Mais attention, la cuisine elle est entièrement cachère, on cuisine que dans le cachère. On va manger sur une table avec du jetable, uniquement du jetable. Comme ça, après avoir terminé son repas avec la pita, on fait attention qu'il n'y ait pas de miettes qui se promènent par terre et ainsi de suite, ou un enfant qui prendrait dans une chambre ou autre. On fait attention que ça reste ici. On mange gentiment, calmement, tranquillement. Une fois qu'on a terminé de manger, ce qui reste comme pita, on coupe et on met aux toilettes et on tire la chasse. Quelqu'un qui ne peut pas supporter le pain aux toilettes prendrait un sachet, mettrait dedans de la javel et il met dedans le pain. Mais il faut suffisamment de javel pour que ça s'imprègne dans toutes les parties du pain et pas juste quelques gouttes de javel. Il faut vraiment que le pain soit disqualifié pour un chien. Un chien ne pourrait manger aucune partie de ce pain. Voilà comment il va faire
pour éliminer le chametz. Et ensuite, samedi matin, après 10h12. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'arrêter le repas complètement. On est obligé de s'arrêter de manger du chametz à 10h12, mais on peut continuer son repas tranquillement, chanter, manger, mais sans pain. Et à la fin on fera Birkat Amazon. Et après, une fois qu'on a terminé le repas, on ramasse la nappe en plastique, on la roule et on met tout ça à la poubelle. Il pourrait y avoir des miettes de pain, ce n'est pas grave, car les miettes sont considérées comme nulles. Et d'ailleurs, c'est la chose la plus importante, ne pas oublier de lire la formule du bitul chametz, l'annulation du chametz. C'est écrit dans le livre. Il faut d'ailleurs le lire même en français pour bien comprendre ce que l'on dit. Qu'est-ce qu'on dit? Tout chametz que je possède, je l'annule et je l'abandonne comme la poussière de la terre. C'est ça ce qu'il faut dire. Et on le répète 3 fois pour que ce soit de tout cœur. Que tout chametz que je possède, que je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu, que je l'ai éliminé ou je ne l'ai pas éliminé, je l'annule et je l'abandonne comme la poussière de la terre. Ça, c'est ce qu'on va faire après. Ça, c'est une formule. Deuxième formule, c'est les gens qui ne veulent pas stresser. Parce qu'il y a des gens qui peuvent stresser avec le chametz. Non, je ne veux pas ce Shabbat, j'ai déjà toute ma cuisine cachère, je ne veux pas entendre parler du chametz. C'est possible. Alors dans ce cas-là, la formule qu'on avait proposée, c'est ce que dit le Rav Ovadia Yosef, c'est pas moi. Il dit, prenez la matzah avant Shabbat, vous allez prendre une marmite, faites dedans un bouillon, et vous trempez vos matzot, une à une, dans ce bouillon. Et vous laissez sécher. Et une fois que cette matzah, elle a bouilli, alors elle n'est plus interdite à la consommation la veille de Pessah. Car sinon... Pardon? Il faut faire bouillir la matzah? Ça veut dire comme ça. Regardez comment il faut faire. Regardez. Vous prenez une marmite. Vous la mettez sur le feu. Vous mettez dedans de l'eau. Et dans cette eau, vous mettez par exemple le marakov. C'est parvé. Très bien. Ça, c'est le plus important. Parce qu'il ne faut pas rendre la matzah bassari. Prenez soit des légumes, soit un marakov parvé. Et une fois que ça a bouilli, vous retirez du feu. Vous éteignez le feu, vous retirez, que ça se calme, que ça arrête de bouillir. Vous attendez un petit peu, 2 minutes, ça y est, c'est bon. Maintenant, moi, la manière comment je propose, c'est de prendre le grille-pain, le grille-viande. Comme le grille-viande, vous prenez le grille-viande, où vous mettez le steak et que vous le serrez, vous le pincez comme ça quand vous prenez le steak, n'est-ce pas, avec une grille, cette grille-là. Alors vous prenez la matzah, vous l'attrapez comme une pince et vous faites rentrer avec. Vous laissez comme ça 45 secondes, 1 minute, et après vous la ressortez. Après on les met où? On les pose où? Alors on les pose dans un plateau. On les pose dans un plateau et on laisse sécher. Elle se défait pas. Alors si ça reste... Alors c'est pour cela que je ne vais pas faire quand c'est bouillon. Quand c'est bouillant, j'attends un petit peu. Que ce soit pas trop bouillant. Mais il faut qu'il y ait un minimum, au minimum 50 degrés de chaleur. Minimum. Donc on attend un petit peu, juste que ça arrête, et on fait rentrer près d'1 minute, et on pose une à une. Alors combien on est de consommateurs? En fonction du besoin. On a besoin au minimum 2 matzot par repas. On a 3 repas, alors il faut minimum 6 matzot. 3 fois 2, pour faire le lechem mishné. Et comme ça on pourra faire des seroudot à des heures normales. On pourra faire Serouda Rishona le vendredi soir, Serouda Shnia le Shabbat à l'heure normale, Serouda Shlishit, un peu plus tôt la Serouda Shlishit, parce que il ne faut pas que ça se fasse dans les 3 dernières heures de la journée, c'est-à-dire avant 3h30, avant 15h30. La Serouda Shlishit avant 15h30. Et là tu peux la faire avec cette matzah. Ça s'appelle matzah mevushelet. Est-ce qu'on peut poser sur une serviette, un plateau, plus une serviette? Bien sûr, Absorber bien sûr. Et donc on fait motzi là-dessus. Et là, on fera motzi là-dessus. Alors, c'est important ce que vous avez posé comme question. Parce que normalement, la matzah, c'est mésonote. Toute l'année, quand on mange de la matzah, les Ashkenazim,
font Hamotzi Lechem Min Haaretz sur la matzah toute l'année. Mais les séfarades, nous on fait Borémine Mezonot. Alors ce Shabbat-là, pourquoi on ferait Hamotzi? Ah, parce qu'elle est chantée. Non. Elle n'est pas transformée. Non. Hein? Hein? Elle prend le statut de pain exceptionnellement. Étant donné que ce Shabbat, beaucoup de gens ne veulent plus du Chametz, ils ont remplacé le Chametz par la matzah. Alors c'est comme la matzah à Pessah. La matzah à Pessah, quel bracha on fait? Hamotzi lechem min haaretz. Pourquoi? Parce que c'est le pain de Pessah. Puisque c'est le seul pain, on n'a pas d'autre pain à Pessah. On n'a que la matzah. Donc la matzah, c'est le pain. Maintenant, ce Shabbat, il y a des gens pour qui ils ont déjà éliminé le Chametz avant Shabbat. Donc ils n'ont plus de Chametz. Alors c'est quoi leur pain? C'est la matzah. Donc elle obtient le statut de Hamotzi lechem min haaretz. Seulement, normalement, on n'a pas le droit de manger de la matzah la veille de Pessah pour garder l'appétit pour la matzah, pour qu'il y ait du charme. Parce que si dans la journée on a mangé de la matzah, le soir on va manger de la matzah sans aucun goût. C'est pour cela que il faut la bouillir, et une fois qu'elle est bouillie, ce n'est plus du tout le même goût, surtout s'il a été imprégné du marékof, alors ça n'a plus du tout le goût de la matzah classique. C'est la raison pour laquelle c'est permis d'après le Rav Ovadia Yosef. Tout, enfin... Dans ce cas-là, ça deviendra classique. Jeudi soir, Bédikat Hametz. Vendredi matin, élimination du Hametz. Et après ça, finish, bye bye Hametz. On ne veut plus de ce Hametz. Voilà. Maintenant, je terminerai avec un dernier sujet. Oui. J'ai des coupelles en verre. Des quoi? Des coupelles en verre que je mets sur la plata, il n'y a pas de problème. Elles sont un petit peu ébréchées. C'est cachère avec ça ou non? Ce sont des kélim en verre, c'est ça? Ce sont des... Où vous mettez dedans du poisson et des choses comme ça? Je mets tout sur la plaque le vendredi soir. C'est du Pyrex. Du Pyrex, exactement. Alors, normalement, pour les séfarades, on n'a même pas besoin de cachériser. C'est cachère, la Pessah, il suffit de laver. Parce que tout ce qui est vert, chez nous, n'a pas besoin de cachérisation. Tandis que pour les Ashkenazim, c'est problématique. Oui, alors maintenant, votre souci... La poignée était bréchée, parce que c'est avec des poignées. La poignée est ébréchée, c'est-à-dire que la poignée elle est encore là, mais il y a une fissure. Voilà, ébréchée, Alors cassée ou il y a une fissure? non, elle est cassée. Elle s'est cassée. Alors cassée, il n'y a aucun problème. Moi je croyais qu'il y avait des interstices. Parce que parfois il y a des fissures, et donc il pourrait y avoir du chametz qui rentre à l'intérieur. Non. Si c'est juste cassé, il n'y a aucun problème. Une petite question, s'il vous plaît. J'ai un congélateur que je pense vendre pour Pessah. Il me reste quelques chalotes. Est-ce que je peux vendre ou vaut mieux s'en débarrasser? Mangez-les aujourd'hui. Excellente question. J'en ai trop, mais ça me fait mal au cœur de les jeter. Alors j'ai dit, je vais vendre une partie, le congélateur, un petit que j'ai en plus. Mais est-ce que c'est pas mieux de les jeter? Alors, très bonne question. La vente du chametz. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas une obligation de vendre du chametz au goy. C'est une solution, c'est un moyen qui a été, en fait, innové pour permettre aux gens qui ont beaucoup de chametz, qui coûtent cher, de pouvoir s'en débarrasser. Comme un magasin, une usine. Parce qu'il y a deux sortes de vente du chametz au goy. Il y a la vraie vente. Je prends du chametz, je le donne en main propre au goy, je lui dis, tiens, je te le vends. Avant Pessah. Ça y est, le chametz c'est chez lui, c'est à lui, ad vitam aeternam. Ça y est, pas de problème. Après Pessah, il me croise, il me dit, ah, tu sais, tes spaghettis là que tu m'avais vendus avant Pessah, ton whisky là que tu m'avais vendu, j'ai réfléchi, ça me dit rien. T'as pas envie de racheter? Là, je lui dis, ouais, je suis prêt, je te rachète. Là, c'est une superbe vente. La Mehadrin, Mina Mehadrin, finish. On a vendu, hein? Pardon, c'est ce qu'on faisait avant à Tunis. Eh ben, c'est magnifique. À notre gardien en haut, notre buanderie avec tout le hametz. Mais la buanderie, elle était chez vous. Bah oui. Non, on donnait la clé, on vendait carrément. Vous lui donniez la clé vraiment? Oui, oui. Vous lui donniez la clé. Très bien.
Très bien. Mes parents faisaient comme ça. Si vous lui donnez carrément la clé, vous lui louez l'endroit et ainsi de suite. Très très bien. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas cela, le Hametz, il reste chez nous à la maison. Il est chez nous à la maison. Et on le vend au goy par le biais de la rabbanout. On va déléguer le rav de la ville pour réaliser cette vente. Étant donné que le goy ne va pas prendre le Hametz, et la vente, elle sera faite par toutes sortes de moyens. Il y a différents moyens de transaction commerciale. Quand on veut transférer un objet de propriété, l'objet appartenait à Réhouven, maintenant je voudrais qu'il appartienne à Shimon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs façons de faire. Meshicha Hagbaha. Soit il tire l'objet, soit il le soulève. Ce n'est pas le cas du Hametz qu'on vend au goy, puisque le Hametz il est chez nous, il n'a rien soulevé. D'accord. Il reste encore une autre façon d'acheter. C'est ce qu'on appelle Kinyan Kesef. Le goy donne de l'argent au juif, le juif lui donne en contrepartie le Hametz. Alors c'est vrai qu'il est encore déposé chez le juif, mais puisque le goy a payé, il a donné de l'argent, Minatora, ça pourrait être considéré comme étant déjà sa possession. Il appartient au goy, ce Hametz. Même s'il n'a pas payé toute la valeur, imaginons que tout le Hametz de Natania coûte 20 millions de shekels. 20 millions de shekels. Il a donné combien de shekels? 2 shekels. Mais c'est pas grave, c'est déjà un acompte. Parce que ça s'appelle prouta. Même s'il a donné 10 centimes, ça s'appelle prouta. Et c'est déjà un acompte. Même à partir du moment où il a donné de l'argent, on considère que le reste de l'argent, des 20 millions, c'est comme un prêt, un crédit. On peut vendre un crédit. Quelqu'un vous vend un frigidaire. Ça y est, vous l'avez pris. Une voiture, vous l'avez prise. Maintenant, vous payez encore le crédit pendant des mois et des années. C'est vrai, mais le frigidaire ou la voiture est à vous. Dès que vous avez versé un acompte. Donc il y a le Kinyan Kesef. Il y a le Kinyan Shtar. Shtar, on écrit « je te vends ». Et donc on lui donne ça, comme preuve, comme quoi on lui a vendu. Kinyan Shtar. Il y a Kinyan Soudar, c'est Kinyan Khalipin, le troc. Comme quelqu'un un propriétaire d'une vache, un propriétaire d'un âne. Et ils voulaient s'échanger. Ils ont voulu faire du troc. Moi je te donne mon hamor, toi tu me donnes ta para. Eh bien il suffit qu'il y en ait un qui ait tiré une bête. Par exemple, le propriétaire de l'âne, il a donné à l'autre son âne. L'autre, il a tiré l'âne. N'est-ce pas? Donc l'âne à qui il appartient maintenant? À l'autre. Eh bien, automatiquement, la vache qui est la contrepartie, elle appartient à l'autre. Le chassé-croisé, il se fait automatiquement. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire au goy, regardez, vous voulez acheter un... Comment on appelle ça? Tout le Hametz de Natania, on va vous le donner en contrepartie de quelque chose que vous allez nous donner. Donne-moi un stylo. Je peux même lui offrir le stylo avant. Je lui donne un stylo, il dit donne-moi le stylo. Dès qu'il me donne le stylo maintenant il m'appartient. Tout le Hametz de Natania maintenant lui appartient. Parce que c'était ça le troc. Tu me donnes ton stylo et moi je te donne mon Hametz. Rien du tout. Troc. Ça s'appelle Khalipin. Il y a Kinyan Khatser. Il faut que ce soit déposé dans un emplacement, que même l'emplacement, je vais lui louer. Je lui loue l'emplacement où se trouve le Hametz. Et automatiquement, il prend l'emplacement avec le Hametz. Car on a un digne de Kinyan Khatser. La cour, c'est-à-dire ma propriété. Imaginons par exemple, vous voulez me vendre un téléphone. Ce téléphone, il est posé ici à côté de moi. Il est posé dans ma maison. Et je vous dis oui, ça m'intéresse, votre téléphone, vous voulez me le vendre? Je dis oui. Marché conclu? Oui, ça y est, c'est à moi. Comment c'est à moi? Mais je ne l'ai pas touché. Réponse, il est posé chez moi, et chez moi, c'est comme ma main. Alors, quand on va louer l'emplacement où se trouve le Hametz au goy, donc l'endroit, c'est à lui. Si c'est à lui, même ce qui est posé dessus, à partir du moment où je dis « je veux lui vendre le Hametz », eh bien, puisque je lui ai loué déjà l'emplacement, alors le Hametz, il est posé dans son Khatser à lui. Alors, il acquiert. Voilà, c'est compliqué. Tout ça, c'est pour vous expliquer que
Étant donné que c'est compliqué et il y a des gens qui ont peur, comme il y a des gens qui ont peur que ce ne soit pas vraiment, vraiment sérieux, alors ils disent, moi je ne veux pas vendre au goy. Laisse tomber. Pour les 2 kilos de farine que j'ai, pour les 2 kilos, pardon, de chalotes que j'ai, je vais les brûler, vezéou. Mais il y en a qui disent, attends, si je dois éliminer le chametz, toute mon usine de bisli et de gaufrettes, je vais le brûler. On parle ici de millions. Alors j'ai pas le choix que de faire la mechirat chametz. Alors la mechirat chametz, la vente du chametz, c'est une solution. Toute personne qui veut utiliser cette solution le peut. La halacha permet. Maintenant, il y a des gens qui ont peur que ce ne soit pas vraiment sérieux cette vente. Ils ont peur que ce soit que de la comédie. Alors que Bémet le goy, il n'a pas vraiment envie d'acheter, et ainsi de suite, ou toutes sortes de risques. Alors, pour peu de chametz qui nous reste, un demi-paquet de semoule, laisse tomber. Et on se débarrasse totalement du chametz. L'année dernière, pour celles qui s'en souviennent, l'année dernière, les rabbanim disaient, vendez au goy le chametz, ne le jetez pas. Parce que l'année dernière, c'était le début du confinement, et on ne savait pas qu'est-ce qui allait advenir, et on avait peur qu'il n'y ait plus de stock, et que les gens, qu'il n'y ait plus de fabrication possible avec le virus, et ainsi de suite. Alors le monde était bloqué, paralysé. Eh bien, ils ont dit, surtout ne jetez pas votre chametz, juste faites la vente par la rabbanout, et au moins, vous êtes sûr d'avoir du chametz pour après Pessah. Donc, dans des cas exceptionnels, on utilise ce moyen. Alors, pas seulement dans des cas exceptionnels, puisqu'aujourd'hui ça a été vulgarisé, généralisé, toute personne qui veut compter sur la vente, elle peut compter sur la vente tranquillement. Maintenant, si c'est pour très 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 peu et qu'elle préfère liquider, c'est mieux. Voilà pour aujourd'hui. Et Pessah, Kasher, Vesameach. Alors juste, on va fixer notre rendez-vous. Moi, j'aurais bien voulu, si c'était possible, d'avoir un groupe WhatsApp du public féminin, de Ismar Moshe, coopération féminine, de manière à ce que ce groupe s'élargisse et qu'on puisse envoyer à chaque fois les informations en temps et en heure. Pour qu'on soit fixé quand est-ce qu'il y a shiur et ainsi de suite, qu'on ait toutes les infos comme.